On en parle depuis vendredi, vu la joie que ça procure aux usagers de 4 régions de la Côte d'Ivoire. L'Ifou, le Gontougo, le Hambol, le Gbeke. Le pont de Bassawa-Serebou est ouvert. Coût de réalisation 5,5 milliards de francs CFA. L'ouvrage va générer 350 emplois directs. Dans le domaine de la sécurité, les scènes de crimes peuvent être reconstituées à l'École nationale de police grâce à la coopération allemande qui a offert un centre de formation avec le tout matériel nécessaire à la section scientifique. En France, au moins 13 morts dans de violentes intempéries sur la Côte d'Azur, 6 personnes disparues. Bonjour à tous. Il y a plus de 5 mois, la Côte d'Ivoire prépare la COP21 de Paris. La COP21, c'est la conférence des parties sur le changement climatique. Depuis donc le 15 mai, la Côte d'Ivoire multiplie les réunions et activités pour faire entendre sa voix à ce sommet de Paris sur le changement climatique. La réunion est prévue pour décembre. Pour en parler, la personne la mieux indiquée ce dimanche est le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Dr Rémi Alakwadjo. Docteur Rémi Alakwadjo. Avec lui également, on fera le bilan de l'opération Abidjan Ville Propre. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Dans une trentaine de minutes, nous échangerons avec vous, mais avant, partageons la joie, la grande joie des populations de 4 régions de la Côte d'Ivoire, Ifou, Gontougo, Hambol, le Gbeke. Ces populations ont désormais un pont, le pont de Bassawa-Serebou. L'ouvrage a été inauguré par le chef de l'État le vendredi dernier. Son coût, 5,5 milliards de francs CFA. Il va générer 350 emplois directs. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulé. Le pont Bassawa-Serebou, enfin là, après tant d'années d'attente, et c'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui a procédé ce vendredi à sa livraison. Une occasion pour les 4 régions impactées que sont le Gontougo, l'Ifou, le Hambol et le Gbeke d'exprimer par le truchement de leurs représentants leur attachement au chef de l'État parce que voyant en cette réalisation l'une de ses solutions aux problèmes de développement. Ce pont va améliorer les échanges entre nos régions et devrait à coup sûr favoriser le développement économique et social de cette même région. Toutes les populations de nos régions, rassemblées ici comme un seul homme, aux côtés du président Henri Konan Bédié, attendent impatiemment au soir du 25 octobre 2015 pour porter très haut l'appel de Daoukro afin de vous témoigner leur engagement et leur soutien. Les populations de l'Ifou avec Ado, les populations du Gontougo avec Ado, les populations du Hambol avec Ado, la population du Gbeke avec Ado. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, formel, ce pont va permettre aux régions bénéficiaires de connaître un boom économique conformément à la vision et à la clairvoyance du président Alassane Ouattara. Ce pont va véritablement permettre de développer encore plus les échanges dans les différentes régions de Côte d'Ivoire que vous avez visitées une à une. Vous avez voulu donner un pont entre votre peuple et vous-même, un pont entre le modernisme et la tradition, mais surtout, Monsieur le Président de la République, un pont entre vos générations et les futures générations qui feront de 2020 et au-delà une Côte d'Ivoire émergente, grande, à l'image de votre grandeur. Le président de la République, Alassane Ouattara, lui, n'a pas caché sa joie tout en remerciant les différents partenaires qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Je suis très heureux. Je félicite d'abord tous ceux qui ont contribué à réaliser ce pont, le Premier ministre, le ministre des Infrastructures, tous les membres du gouvernement, les financiers, l'entreprise, les présidents de région, tous ceux qui ont suivi ce projet, les ministres de la région, tout le monde s'est impliqué. Et surtout, nous avons pu le faire un mois avant le délai de livraison, ce qui est tout de même très heureux. Et donc, je suis très heureux pour les populations dont les différentes structures ont été réhabilitées d'ailleurs, que ce soit la mosquée, que ce soit donc le centre de santé, les maisons. Donc c'est une très belle réalisation et c'est un projet multiforme. Et merci à la Banque mondiale également. Le pont Bassawa-Serebou avec 2 fois 1 voie
d'un coût total de 5,5 milliards de francs CFA, met ainsi fin à plus de 60 ans de difficultés des populations qui vont aujourd'hui en tirer profit à travers la création d'emplois pour les jeunes ainsi que les femmes et surtout l'amélioration des revenus pour les paysans des localités environnantes. Son inauguration par le président Alassane Ouattara s'est voulu une occasion de fête donnant lieu à des échanges de cadeaux. Le chef de l'État a reçu de ses hôtes des vivres composés de bœufs, de moutons ainsi que des ignames. Il leur a offert à son tour une enveloppe de plus de 17 millions de francs CFA à repartir entre les régions respectives. Depuis 48 heures donc, les usagers passent sur le pont de Bassawa-Serebou. 3 millions de populations vont en bénéficier. Ambiance et commentaires à Boussanogo. Chaises sur la tête, les populations de Serebou-Bassawa marchent fièrement sur ce pont, ouvrage qu'elles attendaient depuis une soixantaine d'années. Avant, la traversée de cette eau se faisait à partir d'un bac ou de pirogues. Véritable calvaire pour ces populations. Très difficile. Si vous venez vers Boaké, en arrivant, si vous êtes obligé soit de passer la nuit ici au bord, pour trouver véhicule, c'était très difficile. Difficilement, on traversait ici. Souvent, tu as envie d'aller au champ matin, tu vas arriver, ça avait 10 heures, tu vas traverser. C'était vraiment difficile pour nous. On a trop souffert ici. Jusqu'à même, il y a des gens même qui sont restés dans l'eau. Fini donc le calvaire pour ces populations Ando et Koulango. Aujourd'hui, elles sont dans la joie car leur rêve est devenu réalité avec la mise en service de ce joyau architectural par le président de la République, Alassane Ouattara. On ne peut que dire merci au président de la République, 1000 fois merci. 1000 fois merci parce que vous ne pouvez pas savoir combien de personnes ont perdu leur vie dans cette eau. Vous ne pouvez pas savoir combien de tonnes d'igname qui ont pourri dans les gros camions derrière l'eau. Vous ne pouvez pas savoir à combien l'igname se vendait le kilo dans le département de Sandégué. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un rêve pour moi. Je n'arrive même pas à croire que ce joyau-là est sur ce fleuve qui va relier désormais mon département, le département de Prikro et celui de Dabakala. Ce pont vient à point nommé, ça permettra à la région du Gontougo, du Ifou et du Ambol d'être désenclavée. Pour moi, la circonscription de Bassawa est totalement désenclavée parce que ce pont nous permettra l'écoulement de nos produits tels que l'igname, l'anacarde et l'arachide. Elles sont venues de Prikro, de Sandégué, de Satamasokoro, de Gouméré, de Tanda, de Bassawa et de Serebou témoigner leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara qui, à travers la mise en service de ce pont, désenclave leur région. Nous sommes heureux que le président, donc, à travers cet ouvrage, relance l'activité économique, mais aussi permet donc, à des familles de se retrouver, donc, ce qui va booster la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Tous nos peuples sont très reconnaissants pour toutes les actions que le président de la République a posées, surtout ce pont qui va désenclaver totalement notre région, voire même enrichir toutes nos populations. Je suis très heureuse, c'est toutes les femmes de l'Ifou, du Ambol, du Gontougo et voire du Béquin, nous sommes toutes heureuses parce que ce pont représente pour nous l'autonomisation certaine de la femme. On est fatigué du bac et maintenant on a eu le pont, c'est grâce à Do. On le soutient aujourd'hui, demain toujours on est derrière lui. D'un coût de 5,5 milliards de francs CFA, le pont Serebou-Bassawa va permettre de désenclaver la région du Gontougo en la rapprochant des régions de l'Ifou, de Gbeke et du Ambol. C'est donc un pont routier avec poutre sous chaussée de 152 mètres de longueur à double voie avec 7 mètres de largeur et 1 mètre de trottoir de chaque côté. La structure du pont est formée de 4 travées indépendantes de 37 mètres composées chacune d'une dalle en béton armée de 0,25 mètres d'épaisseur reposant sur 4 poutres en T à talons de 37 mètres de long et 2,20 mètres de hauteur en pré-contré. Autre ouvrage inauguré le même jour, le pont de Béomi. Après 43 ans d'attente, le pont de Béomi, lui aussi, a été inauguré par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Il a souligné que cet ouvrage est déterminant dans le développement des départements de Béomi et de Konaïri. On fait le point avec Awa Touré. Le président de la République Alassane Ouattara à Béoumi ce vendredi 2 octobre pour consacrer la renaissance de ce département enclavé depuis 43 ans.
la livraison du pont de Béoumi qui rétablit la liaison entre la région de Gbeke et celle du Béret et du Worodougou. Ainsi, la circulation des véhicules et des marchandises se trouve facilitée et la compétitivité de l'économie ivoirienne renforcée avec l'amélioration du réseau routier. Heureuse de bénéficier d'un ouvrage structurant qui va contribuer à l'essor économique de la région et de la Côte d'Ivoire, les populations se sont fortement mobilisées pour exprimer leur gratitude au chef de l'État et lui dire leur immense bonheur. Merci Président Ado. Nana Ado, Kwao. Fama, Anike. Ndelo, Nike. Nike, oh, Nike. Excellence, Monsieur le Président, vous venez de rétablir le cordon ombilical rompu depuis 43 ans entre le centre et l'ouest et le nord. Aucun don, ni matériel, ni financier offert par les populations de Béoumi ne peut exprimer à sa juste dimension la grandeur de votre geste et l'immense joie que nous procure la construction de ces deux magnifiques ponts importants. C'est pourquoi nous sollicitons votre indulgence pour que vous nous autorisiez à proposer le nom de votre charmante épouse, notre belle-sœur, pour la dénomination du pont sur le bâtiment qui s'appellera Pont Dominique Ouattara. Et celui sur le camp Pont Abla Akpo. Chère population du département de Béoumi et de Kounaïri, les deux ponts construits suffisent à eux seuls pour éponger nos pleurs et nos larmes contenues depuis 43 ans, car nos ancêtres, très contents, reposeront désormais en paix. Béoumi, selon le ministre des Infrastructures économiques Patrick Hachi, après 43 ans d'attente, peut enfin prendre place dans le train de l'émergence. Vous voilà venus poser des actes majeurs dans le pays profond, au contact des populations, des projets de pont, encore une fois de plus, pour faire le pont entre les populations et vous, afin de créer les conditions d'une stabilité durable permettant un développement qui va consacrer dans quelques années votre vœu le plus cher, atteindre l'émergence. C'est 43 ans d'attente des populations que vous venez de libérer aujourd'hui avec ce pont. Avec l'inauguration du pont de Béoumi, l'une des principales retombées de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Gbeke en novembre 2013 devient une réalité pour le bonheur des populations et le renouveau du département de Béoumi. Je pense que ce pont sera l'un des plus utiles. D'abord, le fait que pendant 43 ans, les populations étaient privées de ce pont. Et aujourd'hui, cela permet de relier le centre et le nord. Et ceci permettra de désenclaver cette région et que Béoumi et Kounaïri reprendront donc leur lustre d'antan. Je suis très heureux pour la population. Le projet de désenclavement de Béoumi et Kounaïri, financé par l'État de Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement dans le cadre du contrat désendettement-développement à hauteur de 19 milliards de francs CFA, en plus du pont sur le Bandama long de 243 mètres, concerne deux autres lots, le pont sur le camp de 45 mètres de long et la réhabilitation des 32 km de la route Béoumi-Kounaïri. En santé, la journée nationale de vaccination contre la polio à Yamoussoukro, des enfants de 0 à 5 ans ont reçu des gouttes. Le geste du ministre de la Santé dans ce reportage de Serge Collier. Depuis le 2 octobre, les agents vaccinateurs sillonnent les ménages dans le cadre de la campagne de vaccination contre la poliomyélite en Côte d'Ivoire. Les enfants de 0 à 5 ans sont concernés. À Lolobo, dans la sous-préfecture de Yamoussoukro, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida était sur le terrain avec les agents. Le docteur Raymond Dagoudou-Kofi a invité les parents à faire vacciner leurs enfants. Il y a beaucoup de sujets tabous autour de la vaccination. Dans certaines zones, nous avons beaucoup de difficultés pour faire accepter aux parents la vaccination. L'on prétend parfois que lorsqu'on vaccine les filles, elles deviennent stériles à leur majorité. L'on prétend parfois également
que cela donne beaucoup de fièvre et que les enfants peuvent décéder. Alors nous sommes venus vraiment demander aux chefs traditionnels de nous accompagner et nous avons fait passer le message de sensibilisation auprès des populations. En tout cas, le logo m'a fait énormément plaisir parce que apparemment les femmes se font suivre régulièrement. Nous avons même demandé à une maman ici de nous montrer son carnet de vaccination. Elle l'avait et je pense que c'est avec beaucoup de bonheur que nous avons pu transmettre ces messages auprès de la population de Lolobo et environnante. Les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite visent à éradiquer la maladie et la Côte d'Ivoire, a-t-elle indiqué, est sur la bonne voie. En cette rentrée des classes, le village de Kotogwanda, dans le département de Koumfao, bénéficie désormais d'un collège moderne de proximité. Son coût, 280 millions de francs CFA. Cérémonie d'inauguration de cet établissement en présence des ministres Kwasi Adjoumani et Anzoumana Moutaye, tous deux fils de la région. Thérèse Tapeyoboué. Le collège moderne de proximité de Kotogwanda, dans le département de Koumfao, est bâti sur une superficie d'environ 2 hectares. Et cet établissement comprend 8 salles de classe équipées en table-banc, une salle d'informatique, un bâtiment administratif, des latrines et un château d'eau. Les travaux de cette infrastructure, qui vient d'être inaugurée, ont été financés à hauteur de 280 millions de francs CFA par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, à travers l'Institut américain pour la recherche. Le directeur de l'USAID a souligné l'intérêt que le gouvernement américain accorde à l'éducation pour son importance dans le développement d'une nation. Nous croyons tout d'abord que l'éducation est fondamentale au développement humain. Nos enfants représentent l'avenir du pays et un pays sans enfants à l'école, c'est un pays sans avenir. 2 fils de la région étaient présents à cette cérémonie d'inauguration. Anzoumana Moutaye et Kwasi Adjoumani, qui a représenté le ministre Kandia Kamara. La construction de ces collèges doit permettre de réduire les effectifs déjà pléthoriques dans les autres établissements qui existent. Et donc nous voulons dire merci à l'USAID, merci au gouvernement américain pour nous avoir permis d'avoir un collège ici à Kotogwanda. Vous savez très bien que la politique du gouvernement, c'est de faire en sorte que l'école soit rapprochée des élèves. Et dans notre région, cela est d'autant plus important que nous avons besoin d'avoir les élèves auprès de leurs parents pour un meilleur encadrement. Quant au porte-parole des populations et des élèves, ils ont pris l'engagement de faire de ce collège un établissement d'excellence et d'en assurer son entretien. Ce nouveau collège compte 106 élèves, dont 44 filles, pour cette rentrée scolaire 2015-2016. Un mot de transport pour réduire la pauvreté sur les corridors Abidjan-Ouagadougou, Accra-Ouagadougou, Lomé-Ouagadougou et Abidjan-Lagos. Le gouvernement japonais a initié un projet dénommé Aménagement des réseaux logistiques pour l'année de croissance en Afrique de l'Ouest. Les parties prenantes se sont retrouvées ici à Abidjan pour évaluer le projet. Jean-Jacques Kwamiala. Bientôt, plusieurs infrastructures verront le jour tout au long du corridor Abidjan-Ouagadougou. Une première réunion des parties prenantes sur l'évaluation environnementale stratégique et la planification du projet s'est tenue ici même à Abidjan. Il s'agit de favoriser la création de petites et moyennes entreprises liées au transport terrestre et de réduire la pauvreté des populations estimées à environ 8 millions d'habitants vivant aux alentours des corridors. Au regard de la qualité de la représentation, je suis convaincu que cette réunion permettra de dégager des dispositions pertinentes pouvant permettre la prise en compte des préoccupations d'ordre environnemental dans le projet. Le projet d'aménagement des réseaux logistiques pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest est le fruit de la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et le gouvernement japonais. L'objectif est d'élaborer un plan directeur régional intégré qui prendra en compte des aspects de corridor et de développement régional en identifiant dans cette région le potentiel de croissance dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, des infrastructures, des ressources naturelles, du développement de l'énergie, etc. La même étude sera menée pour les corridors Accra-Ouagadougou, Lomé-Ouagadougou et Abidjan-Lagos.
pour un assouplissement des procédures douanières à ces corridors afin d'aboutir à un développement équilibré des pays. Ce projet prend fin en octobre 2016. En sécurité, la coopération allemande vient d'offrir un centre de formation à l'École nationale de police, précisément à la section scientifique, un centre de formation avec tout le matériel nécessaire pour reconstituer des scènes de crime. Cérémonie d'inauguration avec Adama Kamagate et Gabriel Zani. Ce bâtiment est le centre de formation de la police scientifique. Cette ancienne salle de sport vient d'être réhabilitée et équipée par la coopération allemande GIZ. Ces équipements permettront de reconstituer des scènes de crime. Pour le GIZ, ce don rentre dans le cadre du renforcement des capacités de la police nationale de Côte d'Ivoire. Très important dans le sens de la coopération internationale, la GIZ et l'Allemagne et l'ambassade, notre ministère des Relations extérieures voudrait aider, appuyer, améliorer les services de la police. La coopération allemande GIZ n'entend pas s'arrêter là. Selon Michel Drieur, son organisme a d'autres projets pour la police scientifique. Un laboratoire central, des voyages d'expérience et de formation dans d'autres pays sont prévus. La réhabilitation du centre a suscité l'enthousiasme du directeur général adjoint chargé de la police judiciaire, Goa Oussou. Je voudrais vraiment dire merci à la République fédérale d'Allemagne et prier ici monsieur l'ambassadeur, Excellence, l'ambassadeur d'Allemagne, de transmettre toute notre gratitude, notre infinie reconnaissance à l'État d'Allemagne. Pour lui, ce centre va permettre aux apprenants d'améliorer l'analyse des scènes de crime. En marge de l'inauguration du centre de formation, le GIZ a aussi remis des véhicules rénovés à la police scientifique. La direction régionale d'Abidjan Nord de la compagnie ivoirienne d'électricité a initié récemment une grande opération de contrôle, de vérification et de démantèlement de réseaux de fraude dans la commune d'Adjamé. Bilan de cette opération, 20 individus arrêtés. On fait le point avec Guillaume Zéré et Eman Yamien. L'opération de démantèlement commence très tôt ce mercredi 30 septembre. Les agents de la CIE de la direction régionale Abidjan Nord, déterminés à mettre définitivement de l'ordre sur les réseaux ici à Adjamé Liberté, sont accompagnés des forces de l'ordre. Et après plusieurs heures de patrouille, le bilan est fructueux. 20 individus arrêtés et plusieurs branchements anarchiques démantelés. Il a fait une manipulation en retirant un peu la minuterie là. Donc la route d'attaque ne rentre pas dans la vie sans fin. Donc le compteur tourne simplement, mais les index n'affichent pas. C'est une douzaine de réfrigérateurs qui étaient alimentés par ces compteurs. Des actes frauduleux aux conséquences économiques énormes. Et pour l'année 2015, à fin juin, nous étions déjà à 7,6 milliards de pertes dues à la fraude. Et donc, on ne pouvait pas rester les bras croisés face à ce phénomène. Donc, nous avons lancé des campagnes de recherche fraude. Pour être complet, selon les responsables de cette direction de la CIE, la fraude sur l'électricité dans leur zone se chiffre à 14 milliards de francs CFA pour la seule année 2014. Et pour plus d'efficacité dans la répression, la loi numéro 2014-132 du 24 mars 2014 portant nouveau code de l'électricité prévoit des peines de prison en cas de fraude. Autre sujet, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begremambé, a offert au nom du chef de l'État la somme de 5 millions de francs CFA aux femmes qui produisent de la tiéké à Brofodoumé dans la commune d'Anyama. L'objectif affiché est d'encourager ces femmes-là à produire davantage d'atiéké et c'est après l'installation d'une unité moderne de fabrication d'atiéké il y a 4 mois, nous dit Grace Kando. Pour réduire la pénibilité du travail en matière de fabrication de la tiéké, une unité de production moderne de ce mets fait à base de semoule de manioc a été offerte aux femmes de Brofodoumé par le président de la République, Alassane Ouattara. Plus de 2 mois après, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begremambé, fait un don de 5 millions de francs CFA à ces femmes en guise d'encouragement et toujours au nom du président de la République. Le don que nous venons de faire vient du chef de l'État pour les femmes de Brofodoumé qui ont montré l'exemple d'un dynamisme encourageant.
Parce que dès qu'on a installé l'usine, au moment de la formation, elles se sont cotisées elles-mêmes à partir de... Elles ont eu 20 000 francs pour acheter le manioc. Et avant l'installation de l'usine, elles étaient déjà à 750 000 francs d'achat de manioc. Et avec ce don de 5 millions de francs que le chef de l'État vient de faire, elles peuvent aller jusqu'à 35 à 50 bâchers de manioc, ce qui peut leur permettre de produire 20 tonnes d'attiéké, ce qui peut rapporter au minimum 20 millions de francs CFA. Un geste salué par le chef du village de Profo-Doumé et les bénéficiaires. S'il n'y a pas assez de machines et que les commandes sont nombreuses, on ne peut pas travailler. Donc c'est bienvenu. Nous allons faire des achats aussi d'autres machines comme les vanneurs et d'autres semouleurs pour compléter. Cette cérémonie de don a été également l'occasion pour les populations de drainer des doléances, notamment l'adduction en eau potable, la construction d'un poste de gendarmerie et l'extension du réseau électrique. À toutes ces préoccupations, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, compte apporter des réponses. Dans le domaine des médias, le réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion du genre a vu le jour à l'initiative du PNUD. Il se donne pour objectif de promouvoir les instruments qui protègent les femmes dans les situations de conflit. Autre but, veiller à la parité et à l'équité. Fatou Fofana. Ils sont 13 journalistes, ils viennent de différents organes de presse. Ils s'engagent tous à faire la promotion du genre pour l'atteinte de l'égalité homme-femme en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, ils ont formé le réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion du genre. Le genre est une question qui n'est pas bien comprise des populations. Aujourd'hui, avec ce réseau de journalistes formés à la question du genre, ils pourront mieux communiquer. Donc on aura des séances de formation, d'information et de sensibilisation qui sont prévues par le réseau pour sensibiliser sur la question de genre. C'est sous l'impulsion du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, que ce réseau a vu le jour le 15 août dernier. Le PNUD travaille à l'émergence des peuples et des nations, contribue à rallier les différentes entités à travers des partenariats innovants. C'est dans ce cadre que le PNUD, travaillant avec la société civile et les journalistes, a favorisé la création du réseau des journalistes et des professionnels de la communication pour la promotion du genre. Ce nouvel outil pour la promotion du genre a été accueilli favorablement par les ONG et les institutions nationales. Elles lui ont même promis un appui inconditionnel. Le réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion du genre se donne pour objectif de promouvoir tous les instruments qui protègent les femmes dans les situations de conflit et de désastres naturels, de veiller à la parité et à l'équité du genre et de dénoncer toute discrimination ou violence basée sur le genre. Hors de nos frontières, au moins 13 personnes ont trouvé la mort et 6 sont portées disparues suite à des inondations consécutives aux violents orages qui se sont abattus hier soir sur les Alpes-Maritimes dans le sud-est de la France. Dans la nuit, les secours ont eu le plus grand mal à accéder à l'ensemble des sites touchés. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Ici en Côte d'Ivoire, à Grand Laou, le comité de gestion locale du parc national d'Azagny livre l'analyse de ses choix stratégiques du 3e trimestre. Le bilan est jugé satisfaisant. Les réalisations concernent la sécurité dans le parc, les opérations effectuées et les équipements acquis. À Mamboui et Honorine Aingori. Ils ont désormais en commun le souci de préserver le parc national d'Azagny de multiples agressions. Les membres du comité de gestion locale du parc national d'Azagny se sont retrouvés à Grand Laou pour analyser le travail effectué au cours du 3e trimestre. L'enjeu de cette réunion d'aujourd'hui, qui est en fait une réunion trimestrielle, est d'analyser toutes les activités qui ont été prévues au parc national d'Azagny pour l'année 2013 pour le 30e trimestre. Patrouille d'envergure. Opération de surveillance sur l'eau, suivi des éléphants, formation et équipement des agents. Telles sont quelques activités menées au cours du 3e trimestre. Les travaux se sont vraiment bien déroulés et ce qu'il faut retenir, c'est que le parc national d'Azagny, qui est situé à cheval sur le département de Grand Laou et le département de Jacquesville, a enregistré, j'allais dire, un engouement
de la part des populations qui ont adhéré aux différentes initiatives de la direction des zones sud. Avec ce que nous venons de constater au cours de la deuxième session du Conseil de gestion du Parc national d'Azani, je note que le projet se déroule comme convenu de manière satisfaisante. Dans le comité local sont représentés les collectivités décentralisées, les ONG, les communautés religieuses et coutumières, l'administration locale, les opérateurs économiques et les partenaires au développement. Tous sont satisfaits des travaux du troisième trimestre. Le décor est planté, la transition est toute trouvée. Nous restons toujours dans le domaine de l'environnement et comme annoncé, nous sommes avec le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Dr Alakwadjo Remi. Merci, monsieur le ministre, d'être avec nous. Je vous en prie. Monsieur le ministre, l'actualité en ce moment même, la COP21 est attendue de tous. On parle de tournant décisif, de réunion de la dernière chance parce que le monde entier se préoccupe des changements climatiques. Les conséquences, quelles sont les conséquences ici en Côte d'Ivoire? Oui, merci madame de cette occasion que vous me donnez de parler des changements climatiques. Effectivement, la Côte d'Ivoire, comme tous les pays du monde, n'échappe pas aux effets des changements climatiques. Tout le monde a pu constater que la pluviométrie est devenue erratique. Les saisons de pluie ne sont plus stables. Et lorsqu'on attend les pluies, elles n'arrivent pas. Et lorsqu'elles arrivent en abondance, au point même de provoquer des inondations. On a connu ici en 2012 une tempête à Port-Boué qui a créé beaucoup de dégâts matériels. À certains endroits, la mer est avancée de 9 à 10 mètres. Il y a également aussi des sécheresses qui sont prolongées, etc., etc. Donc, la Côte d'Ivoire n'échappe pas à ces phénomènes. Et le monde aussi n'échappe pas à ces phénomènes. Et c'est pour cela que bientôt, il y aura donc à Paris la conférence des parties qui va parler donc des changements climatiques. D'où toutes les attentes au niveau du sommet de Paris en décembre prochain. Mais avant, nous allons voir ou revoir ce reportage de Viviane Aïmen, reportage dans lequel vous avez remis, monsieur le ministre, au chef de l'État, les résultats de la contribution de la Côte d'Ivoire à la COP21. Regardez. C'est avec une grande fierté que le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a présenté au président de la République les résultats de 2 importants travaux au bénéfice de la préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire. Un de ces travaux a consisté en l'élaboration d'une politique et d'une stratégie de développement national qui prend en compte la lutte contre les gaz à effet de serre, cause des perturbations climatiques. Ce travail, consigné en un document que le ministre Alakwadjo Remi a remis officiellement au président de la République Alassane Ouattara, est la contribution de la Côte d'Ivoire à la COP21. Concernant l'engagement de la Côte d'Ivoire à lutter contre les gaz à effet de serre, le président de la République a souhaité que la Côte d'Ivoire bénéficie, elle aussi, du fonds vert doté de 100 milliards de francs qui sera mis en place par les Nations Unies. La Côte d'Ivoire, comme la plupart des pays d'Afrique, subit déjà les effets négatifs des changements climatiques avec l'érosion côtière, les pluies diluviennes de plus en plus intenses et fréquentes, quelquefois entraînant mort d'hommes malheureusement, le décalage des saisons avec des conséquences dramatiques dans le secteur agricole également. C'est pour toutes ces raisons que la Côte d'Ivoire place un grand espoir dans les négociations de la conférence de Paris en décembre 2015. Nous espérons qu'elles déboucheront sur un accord pour contenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés centigrades d'ici 2050. Notre pays est disposé à contribuer aux efforts en cours au niveau mondial pour réduire les émissions à effet de serre. L'Union africaine a estimé que le fonds vert devrait être doté d'une contribution de 100 milliards de dollars ou d'euros par an.
Monsieur le ministre, le président l'a dit, la Côte d'Ivoire subit les effets du changement climatique. À quel niveau peut-on estimer l'engagement de la Côte d'Ivoire sur la réduction donc, des gaz à effet de serre? Bien, merci madame. La Côte d'Ivoire, comme tous les pays, s'est engagée en 2013 à produire un document en 2015 à la 21e conférence des partis de Paris. Document qui décrit la quantité de gaz à effet de serre qu'elle produit, la quantité de gaz à effet de serre qu'elle va produire en 2030 et les efforts qui seront faits pour une diminution de cette quantité de gaz à effet de serre. Ce document donc s'appelle Contribution prévue déterminée au niveau national et l'acronyme anglais ce sont les indices. Alors ce document contient plusieurs types d'informations. La première information, c'est la quantité de gaz à effet de serre produite par la Côte d'Ivoire actuellement. Et cet inventaire a été fait grâce donc à nos scientifiques, mais il faut le dire, grâce à l'aide de la communauté internationale. Le Fonds pour l'environnement mondial a financé, avec le PNUD comme agent d'exécution, pour que nous puissions avoir des consultants qui sont rodés en la matière, qui sont venus faire un renforcement des capacités de nos personnels. Et cela nous a permis donc de dire qu'en 2012 et projection sur 2015, actuellement, la Côte d'Ivoire produit 15 900 kilotonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre. Une fois que cela est fait, on détermine les secteurs prioritaires. Les secteurs prioritaires sont les secteurs qui produisent le plus de gaz à effet de serre. Vous avez énergie, transport, agriculture, foresterie et déchets. À partir de là, grâce à un logiciel, on fait des projections. Et en 2030, on estime que si la Côte d'Ivoire ne fait aucune réforme, si nous ne changeons rien, c'est-à-dire que si nous avons toujours une agriculture extensive, si au niveau de l'énergie, dans le mix énergétique, nous n'avons plus que 2% d'énergie renouvelable, si les déchets sont traités de manière aussi artisanale, alors la quantité de gaz à effet de serre que la Côte d'Ivoire pourrait produire en 2030 serait de 34 200 kilotonnes équivalent CO2. Mais bien entendu, la Côte d'Ivoire va faire des réformes. Et au niveau de l'énergie, nous allons porter la part dans le mix énergétique des énergies renouvelables à 16%. Au niveau de l'agriculture, nous allons aller vers cette agriculture durable. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Lorsque vous avez un matériel végétal qui est plus performant, comme aujourd'hui le cacao Mercedes, vous avez besoin de moins de terre pour produire la même quantité. Lorsque vous utilisez des engrais organiques, lorsque vous avez la maîtrise de l'eau, mais surtout, la Côte d'Ivoire vient de lancer avec la Banque mondiale un programme agriculture zéro déforestation. Donc le projet pilote, c'est cacao ami de la forêt. Donc on va découpler la déforestation et la culture de cacao. Donc sur cette base, là également aussi, on va produire moins de gaz à effet de serre. Au niveau donc des déchets, nous allons avoir donc des décharges qui ne seront plus comme celles d'Akodo. Je pense qu'à partir de 2016, la décharge d'Akodo sera réhabilitée. Et nous allons donc traiter nos déchets dans des conditions beaucoup plus modernes. Et en ce moment-là, la production de gaz à effet de serre, notamment du méthane, va diminuer. Donc une fois qu'on aura fait donc, toutes ces réformes, au lieu de produire 34 200 kilotonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre, nous allons produire 24 000 et quelques Des réformes donc en cours, Monsieur le ministre. La Côte d'Ivoire place un grand espoir en ce rendez-vous. Le président l'a souligné tout à l'heure. Comment le pays prépare ce sommet mondial historique? Voilà. Donc je termine en disant que l'engagement que la Côte d'Ivoire prend, c'est de diminuer de 28% la production de gaz à effet de serre par rapport à ce qu'elle aurait produit si elle n'avait fait aucune réforme. Pour ce qui est de la préparation donc, de ce grand sommet, le gouvernement a mis en place, sur instruction du président de la République, bien sûr, une commission nationale de préparation de la Côte d'Ivoire à la COP21. Et cette commission nationale est présidée par M. le Premier ministre lui-même. Il y a donc un comité de pilotage, il y a un comité de scientifiques et il y a également aussi un comité d'organisation. Et c'est d'ailleurs ce comité scientifique qui a conduit les travaux par rapport donc à la production de ces indices, mais également aussi à la production de d'autres documents qui nous permettront donc d'être à l'aise au niveau de la COP21. Donc cette COP21 se prépare avec donc toutes les parties prenantes, tous les acteurs, le gouvernement, le secteur privé, la société civile, mais surtout les partenaires au développement. Et nous pensons qu'à Paris, en principe, la Côte d'Ivoire devrait faire bonne figure.
La COP21 se prépare donc activement en Côte d'Ivoire. Vous voulez faire entendre la voix de notre pays, la voix de la Côte d'Ivoire. Quel sera le message à ce sommet? Le message de la Côte d'Ivoire sera tout simplement celui de l'Afrique. Les Africains disent que, premièrement, les pays développés qui sont responsables de la production de gaz à effet de serre, parce qu'en fait, l'Afrique produit 2 à 3% de gaz à effet de serre par rapport au total, que ces pays développés prennent conscience et fassent en sorte de produire beaucoup moins de gaz à effet de serre, de sorte que les 2 degrés fatidiques ne soient pas atteints. La deuxième chose, c'est que le fonds vert doit être mis en place. À partir de 2020, normalement, un niveau plancher de 100 milliards de dollars devrait être mis en place. Il faut que cela soit une réalité. Que ces fonds-là soient mis en place de manière transparente, qu'ils soient prévisibles et qu'ils soient accessibles. Les pays africains demandent également qu'il y ait le transfert de la technologie pour que nous puissions nous adapter aux effets des changements climatiques. Qu'il y ait également aussi un renforcement des capacités. Si tout cela est réuni, alors oui, les pays africains pourront jouer leur partition de manière valable dans cette lutte contre les effets des changements climatiques. Bien entendu, les programmes d'adaptation, mais également aussi le financement, tout ça doit faire l'objet de discussions, mais nous restons confiants et nous pensons que cette fois-ci, le monde a pris la mesure du danger et qu'en principe, c'est ensemble que nous devons donc vaincre ces effets des changements climatiques. Est-ce que ce message sera-t-il entendu, Monsieur le ministre? C'est le message de l'Afrique, et l'Afrique est le continent de l'avenir. Nous avons la population la plus jeune, nous avons des matières premières, et notre taux de croissance aujourd'hui est enviable. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'Afrique semble en difficulté, mais dans 20-30 ans, le centre du monde sera ici en Afrique. Donc je pense que les uns et les autres sont conscients de cela et que le message de l'Afrique sera entendu. On l'espère. Autre actualité, Monsieur le ministre, c'est l'opération Abidjan Ville Propre. La seconde phase a été lancée depuis le 17 août 2015 par le gouvernement. Après plus d'1 mois et demi de mise en œuvre, quel bilan à mi-parcours? Je pense que le bilan est satisfaisant. Et je pense que vous-même, vous êtes abidjanaise et vous vous promenez. Et je crois qu'à partir de cette deuxième opération Abidjan Ville Propre, déjà les dépôts d'ordures sauvages que nous constations ça et là dans la ville ont totalement disparu. Bien entendu, à certains endroits, il reste quelques problèmes, mais la satisfaction est que nous constatons que les populations elles-mêmes commencent à prendre conscience de la situation et à suivre les mots d'ordre qu'elles entendent au niveau de la télévision. Parce que, en fait, madame, les contraintes au niveau de cette activité sont de 3 ordres. La première contrainte, c'est le comportement des populations. La deuxième contrainte, c'est le financement. La troisième contrainte, c'est la capacité réelle de nos opérateurs du secteur à faire ce travail avec les équipements qu'ils ont. Mais la plus grande des contraintes est celle qui a trait au comportement des populations. Ouais. Et c'est pour cela que nous sommes en train de faire une campagne de communication. Aujourd'hui, nous demandons aux populations d'emballer leurs ordures avant de les déposer au bord de la route, alors que par le passé, on le faisait en vrac. Vous constatez vous-même que les ordures sont emballées. Je crois qu'il y a un effort à faire sur l'heure de sortie de ces ordures-là qui doivent sortir à partir de 17h. Mais au total, je pense qu'après avoir fait le tour de la question et le tour de la ville, nous pouvons constater quand même qu'il y a une amélioration. Autre point de satisfaction, c'est que les collectivités territoriales, notamment les mairies, s'impliquent aujourd'hui dans cette opération Abidjan Ville Propre. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous travaillons donc avec les mairies. Et je crois qu'ensemble, en principe, le niveau de propriété d'Abidjan devra continuer à s'améliorer jusqu'à devenir véritablement satisfaisant. Quelles sont les actions qui sont prévues à court et moyen terme à Abidjan et à l'intérieur du pays pour gérer tous les déchets ménagers à la grande joie des populations? Alors, à court terme, il y a déjà un programme de gestion intégrée des déchets ménagers qui va donc de la précollecte, en passant par la collecte, en passant également aussi par le recyclage, en arrivant à la valorisation et à la mise à décharge, au traitement de ces déchets-là. Donc ce programme est prêt et il s'agit donc de le faire en sorte que la mise en œuvre soit une effectivité. Mais pour l'heure, au niveau d'Abidjan, je pense que grâce à ce programme, nous pourrons donc gérer les déchets ménagers au niveau d'Abidjan. Mais au niveau de l'intérieur, il faut dire également aussi qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est pour cela que le gouvernement a fait en sorte que l'on puisse mettre en place un programme qui va
construire des infrastructures de salubrité à l'intérieur. Nous avons écrit à toutes les mairies qui ont désigné des endroits. Donc vous aurez des décharges contrôlées, vous aurez des postes de groupage, des centres de groupage qui vont être mis en place. Déjà en 2013, le gouvernement, par l'intermédiaire du PPU, a offert du matériel de salubrité aux mairies. Cela va continuer à partir de 2016. Et donc, toute la Côte d'Ivoire est prise en compte. Mais surtout, vous avez noté qu'il y a quelques temps, le Conseil des ministres a décidé qu'à partir de 2016, c'est au moins 30 milliards qui seront consacrés à l'enlèvement des ordures ménagères, contrairement aux 16 milliards qui sont consacrés. Vous voyez donc qu'il y a un doublement donc, de cet effort financier. Et en principe, avec cela, la Côte d'Ivoire devrait pouvoir avoir un visage un peu plus reluisant qu'aujourd'hui. Monsieur le ministre, toutes ces questions, qu'il s'agisse de la production et de la gestion des déchets ou plus largement du changement climatique, ramènent nécessairement à la problématique du développement durable. Vous êtes le premier responsable du ministère en charge du développement durable. Quelle est la stratégie de la Côte d'Ivoire en la matière? Oui, la Côte d'Ivoire, effectivement, s'est inscrite dans cette vision de développement durable. Depuis que cette notion a été mise en place dans les années 80-90, la Côte d'Ivoire n'a manqué aucun forum, aucune grande réunion. Et c'est pour cela que le président de la République a mis en place un ministère de développement durable. Et nous avons également aussi finalisé la stratégie nationale de développement durable. Et la vision de cette stratégie, c'est l'ancrage du développement durable dans le corps social. De telle sorte que chacun, vous, moi, nous soyons un acteur qui contribue à l'équilibre entre la préservation de l'environnement, le développement économique et l'équité sociale. Et pour ce faire, la Côte d'Ivoire s'est donné des outils, notamment la loi d'orientation sur le développement durable, qui, au-delà des définitions, des champs d'application, détermine les acteurs du développement durable, que sont d'abord l'État, les collectivités territoriales, le secteur privé, la société civile. Et cette loi prévoit la mise en place d'une commission nationale du développement durable qui va mettre ensemble, qui sera un objet un organe de concertation qui mettra ensemble donc, tous les acteurs du développement durable, mais surtout qui va déployer au niveau donc, des structures étatiques, des structures du secteur privé, la société civile, le comité de développement durable. Ce sont ces structures qui vont vulgariser ce concept de développement durable à travers la Côte d'Ivoire. Et donc l'ancrage du développement durable viendra de là. Et lorsque tout le monde aura adhéré à ce concept, vous verrez qu'en sortant de chez vous, vous allez vérifier que la lampe est éteinte, qu'il n'y a pas un robinet qui coule, etc., etc. Nous allons mieux gérer nos ordures parce que le développement durable est d'abord un état d'esprit. Et c'est vers cela que la Côte d'Ivoire veut aller et c'est vers cela que le gouvernement veut conduire les Ivoiriens. Merci, monsieur le ministre, d'être venu sur notre plateau. Merci pour toutes les informations sur l'opération Abidjan Ville Propre, le sommet de Paris sur le changement climatique prévu en décembre et sur le développement durable. 3 sujets qui intéressent les populations. Ainsi s'achève ce 13h supervisé par Jean-Jacques Ouaméala. Merci de votre fidélité.